tout de suite les questions. On va d'abord passer à la conférence suivante, celle du professeur Évrard, de ton ami, que je te laisse introduire. Neuropédiatre mondialement connu, s'intéressant à tout ce qui touche le développement de l'enfant, qui a une activité dans tous les pays comme conseiller qui s'intéresse énormément à tous les problèmes d'enfants autistes. Donc, ça, partager des idées avec le professeur Évrard, pour moi, c'est d'une richesse incomparable. Je le remercie d'avoir préfacé mon dernier ouvrage sur neurosciences et rééducation, et je le remercie pour tout ce qu'il a pu apporter et toute la confiance qu'il a mis dans le service de stomatologie pédiatrique de l'hôpital Robert-Debré. Ben, merci professeur, et c'est à vous, nous vous laissons la parole. Et nous revenons tout à l'heure pour les questions-réponses. Monsieur le Président, mes chers collègues praticiens dans vos différentes spécialités, cher Patrick, chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je pense en effet que nous sommes dans un sujet essentiel de collaboration entre différentes spécialités médicales, d'odontologie et de différentes autres spécialités, paramédicales au sens large et spécialités de soins. Nous sommes également aux confins de la prévention et de la thérapeutique. Alors, je vais me concentrer brièvement sur les confins de ces spécialités et je vais pour cela d'abord insister sur le concept que le docteur Fellus vous a, sur lequel il a insisté, d'une nécessité de partenariat extrêmement important sur pied d'égalité entre plusieurs spécialités et surspécialités, dont les orthodontistes, différents médecins, neuropédiatres, gastro, diététiciens, rééducateurs, ORL, les pédodontistes, les orthophonistes, les kinés et d'autres spécialités du groupe de l'orthophonie et de la kiné, et les enfants et les parents. Alors, cette coopération, j'ai pendant à peu près 25 ans eu l'occasion d'en bénéficier avec Patrick Fellus lorsque nous étions tous deux en pleine fonction à l'hôpital Robert-Debré. Et je vous assure qu'une coopération très profonde à cet égard est absolument indispensable pour résoudre des problèmes que l'on croit parfois au départ insolubles et auxquels seule cette collaboration étroite, sans aucun a priori, permet d'apporter dans un grand nombre des cas des solutions. Donc je crois que c'est extrêmement important. Je vais, comme premier point, parler brièvement des deux circuiteries neuronales successives pour la déglutition des mammifères. Je dis bien des mammifères puisque le mammifère, par définition, est nourri par les mamelles de sa mère et qu'il faut donc une succion. Donc c'est une distinction qui est autant ontogénique dans le développement d'un enfant que phylogénique dans le développement des espèces. Alors, la première circuiterie neuronale permettant la déglutition, c'est une praxie de succion-déglutition qui commence dans la vie fœtale et qui dure en gros pendant la première enfance. En fait, un peu plus, puisque de manière stricte, le terme première enfance désigne surtout les 3 premières années. Ici, il faut prendre première enfance plutôt jusqu'à l'âge de 4 à 5 ans. Ensuite, il y a une deuxième praxie qui est une praxie de mastication-déglutition, donc de l'enfant denté ou en voie de dentition, mais bien sûr de dentition de dentelé. Et elle est acquise chez environ 60% des enfants à l'âge de 4 ans. Et c'est elle qui va
conduire à ce qu'on peut appeler un néologisme, à de l'euphagie, c'est-à-dire à une phagie, une alimentation normale, et à l'eumorphisme, à la morphologie normale, comme le docteur Fellus vient de vous l'exprimer. Alors, il est intéressant de savoir que ce genre de commutation d'un type de praxie à un type de praxie suivant, quand il y en a deux, est sous le contrôle central et sous le contrôle des facteurs périphériques, bien entendu. Ceci, maintenant, peut être exploré. Ceci est issu des recherches de Patrick Fellus, effectuées avec Nathalie Bodard comme en imagerie, et vous montre, par exemple, sur le cliché de gauche au repos, est entourée la zone surtout motrice primaire et secondaire qui va conduire à la déglutition. Là, elle n'est pas activée. Puis en mode de déglutition habituel au centre, vous voyez que ces zones deviennent un peu plus rouges au centre. Ça montre qu'au moment de la déglutition, en IRM fonctionnel, c'est activé. Et à droite, vous avez un cliché intéressant qui montre l'utilisation avec l'appareillage de type Froggy Mode, utilisé d'ailleurs pour la première fois, combien cette zone est beaucoup plus activée, bien plus activée. Donc c'est intéressant parce que c'est une démonstration objective qui, bien sûr, peut encore être étendue, approfondie, multipliée, mais vous savez combien les schémas d'IRM fonctionnels sont excellents, mais demandent une très longue modélisation, et donc on peut refaire beaucoup d'expériences du genre et les étendre, et il faut le faire, et dans diverses circonstances, mais ça demande bien sûr du temps, des répétitions, mais ceci est quand même une base extrêmement intéressante dans le sens d'une démonstration, vers une démonstration scientifique des processus que le docteur Fellus vient de vous expliquer. Alors, je voudrais vous dire un mot à ce sujet. Dans le neurodéveloppement, d'autres commutations neurodéveloppementales, des switches, comme on dit en jargon franglais, comme des switches dans des installations électriques ou dans des circuiteries, dont nous avons déjà des études, certaines qui remontent à 50 ans d'ici, d'autres toutes récentes, mais je vous en donnerai quelques exemples. Et le premier exemple, ce sont les aphasies acquises précoces. Dans les aphasies acquises précoces, par exemple, un enfant, je vous cite là un cas que malheureusement j'ai eu à soigner, d'un enfant qui était malheureusement assis à l'avant de la voiture quand il partait en vacances avec ses parents, et il a reçu une barre de fer qui s'est détachée d'un camion qui les précédait en plein sur le front d'un côté, et il est devenu complètement aphasique. Et il a bien sûr été trépané, mais il avait pratiquement un hémisphère fichu par cet accident. Et il est devenu une aphasie profonde. Et dans les 15 jours qui ont suivi, il a récupéré, pas parfaitement, mais presque parfaitement, le langage normal. Donc certains vous disent, bah, c'est un espèce de miracle qui montre la plasticité infinie du cerveau de l'enfant. Oui et non, parce que ça signifie que l'acquisition du langage comporte deux circuiteries différentes, une qui passe surtout par l'hémisphère qui deviendra dominant et l'autre qui est plutôt répartie sur les deux hémisphères. Et lorsque vous démolissez jusqu'à l'âge, c'est un peu variable, de 4 à 6 ans, complètement un hémisphère, vous avez une aphasie complète, mais en quelques semaines, vous avez une récupération parce qu'il y avait un deuxième système, on pourrait dire de sauvegarde ou de backup, comme on dit vulgairement, qui fait qu'il y avait deux systèmes de langage présents, et ça à l'état normal, vraisemblablement chez tous, ou en tout cas chez beaucoup d'enfants. Donc vous en mettez un hors circuit,
et l'autre s'active. Mais ceci n'existe dans l'espèce humaine pour le langage que jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Et après, le système qui est réparti sur les 2 hémisphères et qui était un système de sauvegarde va être mis complètement hors fonction. Et donc après l'âge de 6 ans, ça ne sera plus du tout le cas. La récupération d'une aphasie lésionnelle sur l'hémisphère dominant pourra se faire dans une mesure très modeste et au prix d'extrêmement longs efforts de rééducation et de récupération, et de façon très modeste et très incomplète. Donc là aussi, vous avez un peu comme probablement c'est le cas pour les praxies qui conduisent à la déglutition, vous avez un système précoce qui commence à la fin de la vie fœtale, qui est un système succion conduisant au bout de la praxie à la déglutition. Et puis vous avez, à partir du stade où l'enfant est un enfant denté, avec des dents de lait, vous avez à ce moment-là un système où c'est la mastication qui conduira à la déglutition. Et ces 2 systèmes praxiques existent, sont successifs, et donc un des 2 va être mis hors fonction à partir d'un certain moment. Je voudrais attirer aussi votre attention sur le fait que une chose que je soumets à votre réflexion pour des observations personnelles que vous pourriez avoir et dont vous pourriez éventuellement faire part à d'autres et à moi, mais qui nous intéressent en tout cas beaucoup, ce sont des afférentations de circuits Renault atypiques chez certains hauts potentiels, surtout des hauts potentiels avec des aspects d'autisme. Vous savez qu'il y a quand même un pourcentage important, réel, de plusieurs pourcents des personnes autistes qui ont un fonctionnement tout à fait normal, voire très supérieur. Je pense qu'une partie des progrès de l'humanité repose probablement sur des autistes de très haut niveau, et que nous en avons d'ailleurs un nombre non négligeable dans nos laboratoires de recherche et dans nos services universitaires qui atteignent de très hautes fonctions. Donc chez eux, il y a des afférentations atypiques avec probablement des circuits neuronaux distincts de ce qu'ils sont d'habitude. Je vous invite d'ailleurs à ne jamais appeler un autiste handicapé ou anormal ou malade, mais de dire que qu'ils sont neuroatypiques, comme les autistes adultes. D'ailleurs, leurs associations insistent sur le fait qu'on les appelle ainsi, et pour ne pas leur donner le nom d'autisme qui, dans la population générale, pourrait avoir un effet psychologiquement défavorable. Bien, on pense qu'il y a dans les premières années, puisque l'autisme est un trouble très précoce, souvent d'origine prénatale en partie, qui sera modulé par l'épigénome, fortement modulé par l'environnement, bien entendu, mais il y a dans cette modulation par l'environnement probablement des modifications de circuits parallèles. Donc si vous avez parmi les enfants que vous soignez des enfants qui ont qui sont probablement dans la ligne de l'autisme, d'autres et moi sommes intéressés par les observations que vous feriez sur leur manière de déglutir et la manière d'utiliser toute la sphère bucco-lyngo-faciale, même si c'est une information sous forme d'un mail en disant « j'ai un enfant dont la maman m'a dit qu'il était autiste et j'observe tel type de comportement dans votre pratique orthodontiste et autres ». Je suis intéressé en tout cas, à collecter des observations que vous seriez amené à faire. Je ne dis pas que ça aboutira à quelque chose, mais ça vaut la peine d'y réfléchir. Enfin, je voudrais vous dire quelques mots sur la vision des chats domestiques, pas du tout pour faire une parenthèse exotique dans mon exposé, mais parce que ça vous illustre bien les systèmes de praxis successives dont certaines sont reprises par d'autres au cours du neurodéveloppement de l'homme et des espèces animales supérieures, ou enfin des mammifères en tout cas.
chez les chats, vous avez deux types principaux de chats, mais je ne vais pas détailler ça aujourd'hui, mais vous avez notamment le chat domestique et vous avez les chats sauvages, particulièrement la variété qu'on appelle hispanique, qui sont des chats sauvages qui ont été beaucoup étudiés. Et les distinctions au niveau du système visuel chez les chats, les chats sont très différentes. Vous savez que les chats sauvages de type hispanique ont une vision diurne absolument fantastique. Ils peuvent voir le moindre détail à des kilomètres de distance pendant le jour, en pleine lumière, alors que chez les chats domestiques, ben, ils voient mal pendant le jour et ils voient surtout pendant la nuit. Et il y a maintenant des travaux convaincants qui suggèrent que chez le chat domestique, bien avant le développement, pendant la vie très précoce, du système visuel de vision nocturne précise, il y a eu un système qui lui aurait permis d'avoir une vision diurne précise, comme chez les chats sauvages de race hispanique, et que ces deux systèmes, ce premier système a donc été inhibé chez le chat domestique relativement tôt, et le premier n'est plus du tout accessible, et on n'a pas de moyen de le réactiver. Ça vous montre aussi que ça a été deux systèmes praxiques, au sens large du mot, dans ce cas-là de la vision, qui se sont succédés. Et donc, vous voyez qu'il y a là une succession avec inhibition secondaire chez le chat domestique du premier, qui a une valeur ontogénique dans le développement de votre chat domestique, par exemple, dès la vie fétale, mais aussi qu'il y a eu une inhibition, que ce système inhibé est un système qui est un résidu phylogénique, un résidu de l'évolution, qui a fait que ça s'est développé de manière probablement inutile ou peu utile pendant une certaine période, avant de passer au deuxième système. Donc ceci, c'était avant tout pour vous montrer que le système d'avoir deux systèmes praxiques, comme nous le trouvons pour la déglutition, successifs dans l'évolution, dans le développement, par exemple de l'enfant, est un phénomène pour lequel on a des expériences connues depuis longtemps dans d'autres systèmes, donc de commutation neurodéveloppementale, de switch d'un système à un autre. Et c'est particulièrement intéressant dans le cadre de la réflexion que nous a faite aujourd'hui et qu'il a faite souvent auparavant de ce que nous a expliqué le docteur Fellus. Alors, ça vous montre une limite. Et là, sans donner la moindre forme de pessimisme, je voudrais quand même vous dire que c'est une limite du slogan généralement dit, et on comprend pourquoi on le dit, il faut maintenir bien sûr le maximum d'optimisme et de dynamisme, c'est que l'environnement, l'épigénétique, la réadaptation, qu'elle soit top-down ou de bas en haut, comme Patrick nous l'a expliqué, est considérable, bien entendu, et particulièrement pendant le développement, mais parfois on exagère beaucoup et on ne peut pas donner des illusions excessives non plus, en disant que tout peut se rééduquer chez l'enfant de manière absolue. Tous les mécanismes que je vous ai dit maintenant, réadaptation de l'aphasie très vite, en bénéficiant, en maintenant un système destiné à disparaître, mais qui était un système de backup qui a précédé la deuxième voie du langage, ça marche, c'est extrêmement réadaptable quand ce sont des phénomènes de redondance, c'est-à-dire quand il y avait deux systèmes coordonnés, deux systèmes coexistants et qu'il y en a un des deux qui a disparu. Ça peut avoir des applications aussi d'ailleurs dans le domaine des praxies qui conduisent à la déglutition. Encore faudrait-il, par des recherches du type de celles qui viennent de vous être exposées, surtout sur le comportement d'un enfant ayant des problèmes, comme ceux qui vous sont exposés aujourd'hui, il faudrait voir quelles
partie pourrait encore bénéficier d'une forme de redondance qu'on pourrait réveiller. Mais quand on prend les exemples, par exemple, d'aphasie que je viens de vous donner, ça montre aussi que c'est, jusqu'à un certain point, c'est une plasticité, mais c'est une plasticité qui est simplement de réactiver un système praxique destiné à disparaître. Et donc, ce n'est pas une plasticité infinie dans la complexité infinie du langage qui va être reconstruite. C'est simplement de remettre une roue de secours en fonction, parce qu'il y a une roue de secours. Dans l'autre sens, certains phénomènes de plasticité peuvent aussi être des phénomènes qui sont négatifs, ça il faut le savoir. Je vous donne l'exemple ici de cette expérience, j'ai oublié d'ajouter son nom sur la dia, mais dû à Pashkorakic et à sa femme. Lui était neurochirurgien et sa femme, mais qui s'est consacré à la neurobiologie de développement exclusivement, et sa femme faisait des neurosciences aussi. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont extrait un singe, un fœtus de singe de l'utérus de sa mère. Ils ont, sur l'hémisphère droit, sur l'hémisphère gauche, pardon, bien avant le stade que je vous montre ici, ils ont enlevé les 3/4 de l'hémisphère gauche, complètement enlevé. Donc, du côté gauche, à ce moment-là, il y avait peut-être il restait le 5e de ce que vous voyez sur l'hémisphère gauche qui est projeté là. Après, comme ils sont très habiles, ils ont réussi à réimplanter ce fœtus de singe à laquelle ils ont enlevé la très grande partie de l'hémisphère gauche. Ils l'ont réimplanté. La grossesse s'est poursuivie, la gestation s'est poursuivie. Le jeune singe est né. Ils l'ont sacrifié pour leur expérimentation vers l'âge d'1 an. Et vous voyez que l'hémisphère gauche est un tout petit peu plus petit que le droit, mais à peine. C'est seulement la partie postérieure, vous voyez que c'est un peu plus petit, mais à peine. Et tout ce qu'il y a donc, ça veut dire qu'il y a eu une plasticité inouïe de prolifération de connexions au point de presque occuper le même volume que l'hémisphère droit au cours du développement. Mais toutes ces connexions qui se sont développées et qui expliquent que le volume des deux hémisphères n'est pas très différent sont toutes extrêmement négatives. Elles ne font que du dégât. Elles font de l'épilepsie, elles font des retards épouvantables, et si vous l'enlevez à ce moment-là, vous avez une amélioration. C'est ce qui se passe d'ailleurs, et peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion d'avoir dans vos traitements de divers ordres des enfants épileptiques extrêmement graves à qui on est obligé de faire une hémisphérectomie, d'enlever un hémisphère, et moyennant l'enlèvement de cet hémisphère, on améliore considérablement le langage, les fonctions intellectuelles et parfois la motricité. Donc ça veut dire que la plus grande partie des connexions qui ont rempli le côté gauche dans ce cas-ci, depuis la réimplantation pendant la vie intra-utérine jusqu'à l'âge d'1 an, la grande partie des connexions qui réussissent à remplir la boîte crânienne presque aussi bien que le côté sain sont pour la plupart de la plasticité négative qui conduit plutôt à la catastrophe et dont l'enlèvement de cet hémisphère reconstitué par la nature en volume a un effet plutôt favorable. Donc, je vous dis ça pas du tout pour nous décourager. Nous devons agir sur les possibilités extraordinaires de plasticité du système nerveux, mais pour savoir qu'à tout moment, il faut quand même se demander si la plasticité, ce qu'est la plasticité positive et négative dans les lésions cérébrales. Alors, je vais vous dire quelques mots maintenant sur
les dysphagies hautes, parce que naturellement, ce qui est aux confins de cet effort que, par exemple, à l'hôpital Robert Debré, où nous avions entre les différents services et où nous avons encore une grande coopération, notamment, je célèbre ici tout ce que le docteur Fellus vous a déjà dit, entre le docteur Fellus, le professeur de Fès, Pierre Bordet et bien d'autres dans tout ce service, et mon service de neurologie pédiatrique et des maladies métaboliques, il y a toujours eu une coopération extrêmement intense qui a conduit vraiment à de très belles choses, et souvent ces très belles choses sont venues de la coopération étroite, parfois quand on ne pensait pas que ça aboutirait à quelque chose. Donc les gens qui s'isolent de leur côté en disant moi je suis ceci ou ça et donc je veux adapter l'enfant et mes collègues à la rigidité de mes schémas a priori, généralement ça résout certains problèmes, mais ça en résout beaucoup moins que la coopération absolument quotidienne quand il y a besoin. Alors, dans les dysphagies hautes, je ne parlerai pas des autres aujourd'hui. En gros, je dirais qu'il y a des dysphasies qui sont de faible gravité et il y a des formes sévères. Bon, les dysphasies bénignes qui peuvent être purement développementales, qui sont destinées, moyennant des orthodontistes et d'autres spécialistes, ça peut n'être qu'une phase du développement, dont vous a parlé d'ailleurs le docteur Fellus. Ces dysphagies hautes peuvent donc être une phase développementale qui, si elle est bien prise en charge, n'aura strictement aucun inconvénient. Et d'autre part, il y a des formes modérées. Et celles-là, donc, les premières, les bénignes, sont souvent purement développementales, mais pas toujours. Elles peuvent être aussi dues à des formes discrètes de paralysie cérébrale. Et les modérées sont aussi, mais plus souvent, dues à des paralysies cérébrales. Alors, il y a une première chose auquel, d'ailleurs, le docteur Fellus a fait allusion, c'est qu'effectivement, en tout cas, en ce qui concerne les sialorées et les bavages et les dysphagies hautes bénignes, il y a une réduction de moitié vers l'âge de 5 ans. Donc, entre l'âge de 2 ans et l'âge de 5 ans. Et donc, ça, c'est un point important à savoir. Mais encore une fois, ça n'excuse aucunement, comme ça vous a été dit en détail et à juste titre dans la précédente conférence, ça n'excuse aucunement le fait de dire on va attendre pour voir comment ça va, parce qu'il y en a quand même une réduction de moitié. Donc ça, c'est extrêmement dangereux de dire ça. Et je me permets, je pense qu'il y a beaucoup d'orthophonistes aussi parmi les participants à ces conférences qui sont là avec nous aujourd'hui, de dire que je trouve que de façon générale, la manière dont on rend peu accessible l'aide orthophonique parfois, en France, me navre profondément, et je sais que ce n'est pas une mauvaise volonté du tout des orthophonistes, c'est tellement ils ont du travail et qu'ils ne pourraient pas faire face toujours à toute la demande, mais l'orthophonie précoce, que ce soit pour des questions de dysphagie haute ou pour des questions d'acquisition du langage en certains cas, etc., le fait qu'actuellement, il y a très souvent une impossibilité de confier à un orthophoniste de manière très précoce certains problèmes en relation avec le langage, je trouve ça très regrettable. Ce n'est pas parce que on dit, bah oui, si on commence à 3 ans, on a plus de chances d'avoir un vrai problème éventuellement pathologique à rééduquer activement. Mais c'est très dommage de ne pas avoir une plus grande disponibilité, plus précoce de l'orthophonie, sans excès évidemment. Il ne faut pas nécessairement, comme il y a un pays que je ne citerai pas, ou un pays d'Europe où on proposait de commencer à faire de l'orthophonie à l'âge de 2 semaines après la naissance.
Je pense qu'il y a un certain manque de bon sens. Et tout ça est forcément passionnant et tout. Et je peux te dire que nous allons avoir beaucoup de questions parce que ta conférence est fondamentale et tout. Il y a plein de questions. Et donc, si on veut peut-être pouvoir discuter un petit peu de tout ça tous ensemble, si tu peux aller un tout petit peu plus vite, qu'on ait un peu Oui, de mais temps pour la discussion. j'arrive bientôt au terme. Bon, Je suis à 28 minutes. ah oui, Et Guillaume m'avait dit 45 minutes, j'avais Super, aucune. super, on y va, on continue. 45 minutes avec les questions, c'est bon, c'est Non, super, non, on mais je continue. n'avais aucune intention oui. de dépasser les 30 minutes. Voilà. Bon. Pas de souci, on continue, on continue. Alors, les formes sévères, elles sont presque toutes dues à la paralysie cérébrale, dans lesquelles la prématurité joue une grande place. Et là, dans les dysphagies hautes sévères, il y a ici une dia qui vous montre une très grande multiplicité. Je l'ai prise uniquement pour vous montrer la complexité, mais si vous souhaitez l'étudier, je peux vous en adresser un exemplaire en email, mais elle n'est pas faite pour être discutée en séance parce qu'elle est trop complexe. Mais là, nous avons dans les dysphagies hautes sévères un problème extrêmement important. Alors, dans ces deux types de dysphagie haute, bénigne ou modérée, là, il est toujours intéressant, à mon avis, de faire une tentative d'appareillage de type Froggy-Note parce que nous avons un réel succès dans pas mal de cas, et ça nous en avons la preuve dans ma pratique. Donc c'est extrêmement important. Dans les formes sévères, c'est parfois beaucoup plus difficile à utiliser. Il faut voir si le handicap de l'enfant le permet. Mais en tout cas, ça peut être tenté puisque c'est sans danger. Alors, je dirais un mot, la scie à l'oreille et le bavage ne sont qu'un des aspects, bien sûr, que je mets dans le syndrome général des dysphagies. Donc, là, il y a des méthodes de traitement non médicamenteuses où je conseille chaque fois que c'est possible d'essayer le Froggy Mode. Et puis après, il y a naturellement l'orthophonie et les autres professionnels avec les stimulations sensitives, motrices, la déglutition. Et là, je ne détaillerai pas les deux aspects qui ont été soulignés par le docteur Fellus, de savoir que les messages top-down sont souvent ceux qui sont les premiers mis en avant et qu'une étude favoriser des méthodes qui seraient bottom to the top peut être intéressant aussi, mais ce n'est pas tellement systématisé actuellement dans le domaine orthophonique. Alors, les médicaments ont une place non négligeable. En pratique, ce sont des atropiniques souvent actuellement donnés en sublingual, et ça vaut la peine, lorsque la scie à l'oreille est importante, de l'associer aux autres méthodes. Si on n'en sort pas assez rapidement, pour toute espèce de raison, et la toxine botulique est efficace dans les cas qui ne répondent pas à autre chose et n'est pas dangereuse. Elle a l'inconvénient de ne durer que 6 mois, il faut la renouveler si c'est indispensable, mais parfois ça a permis, après quelques mois, d'avoir surmonté le problème par le développement de l'enfant et par les méthodes de rééducation et par le Froggy Note, quand il est possible de le donner, quand ce ne sont pas des formes très sévères de dysphagie avec grave handicap. Les méthodes chirurgicales qu'on a beaucoup utilisées, avec un certain succès d'ailleurs, glands des canaux et corps du tympan ont quasiment disparu grâce au succès des autres. Alors, ici, c'est aussi une dia que je vous montre uniquement pour vous inciter à une réflexion de collaboration entre vos spécialités qui sont la majorité de ceux qui sont à ces conférences, c'est les méthodes orofaciales dont nous venons de parler, y compris le Froggy Note, et les méthodes orofaciales en général sont cruciales. Mais il faut savoir que, en gros, toute la rééducation générale, pourrait-on dire, j'en ai mis des intitulés en dessous. En gros, ça, c'est un peu une synthèse des principaux types de rééducation utilisés dans les paralysies cérébrales.
et que ça vaut la peine, lorsque vous devez procéder à des rééducations, à l'application de méthodes dans le domaine orofacial de vos spécialités premières, ça vaut la peine de dialoguer chaque fois avec le ou les neuropédiatres ou rééducateurs qui font la rééducation générale, parce que ça peut vous orienter mieux dans les décisions que vous prendrez, et ça peut les orienter eux-mêmes mieux dans la compréhension et dans l'application d'une de leurs méthodes. Là, ce sont des méthodes citées qui souvent sont un peu sous-jacentes au type de rééducation générale actuelle. Donc, c'est vous dire que c'est là que nous sommes aux confins de, de- de diverses spécialités lorsque vous voulez l'appliquer à des domaines issus, notamment avec handicap, en particulier d'origine neurologique, mais pas uniquement, et que je considère que cette coopération profonde ne peut pas, dans les cas difficiles, bien sûr, dans les cas difficiles, ne peut pas se limiter à une prescription d'un traitement ou l'autre, mais devrait avoir, pour les cas difficiles, une discussion en staff de manière approfondie, ou en tout cas une documentation précise, comme ça peut faire ce qu'on envoie un collègue orthodontiste, par exemple, un cas où il y a des choses de ce genre, ça vaut la peine de détailler cela dans le détail. Enfin, et là je serai bref, mais je pense que ça a une certaine importance. Quelles sont les perspectives pour de nouveaux progrès de soins et de prévention? Eh bien, il n'y a pas d'autre voie que ce que Patrick appelait l'evidence-based medicine. Il n'y a pas d'autre voie, aucune autre voie. Sinon, vous pouvez tout accepter. Mais il faut ne les appliquer que sur la base de ce que ça signifie. Donc, Gordon Guyatt a décrit à McMaster au Canada en 1980 qu'il fallait baser la pratique de la médecine, bon, c'était pour la médecine qu'il avait fait au départ, sur une preuve scientifique. Bon. Mais quand il a dit ça, il est le premier, le tout premier au monde à avoir dit, pour l'ensemble, par exemple de la médecine, que ce soit des méthodes diagnostiques ou thérapeutiques, il n'y a que dans 40% des cas que nous avons des preuves tout à fait formelles. Mais après, il reste 60% des cas où il n'y a pas encore de preuves tout à fait formelles. Donc, il y a une multiplicité de facteurs qui est rigoureusement indispensable. Donc, c'est mal comprendre l'evidence-based medicine que de dire il y a des scientifiques qui ne veulent rien en dehors du double aveugle, mais il y a beaucoup de cas pour lesquels il n'y a aucun moyen de faire le double aveugle, absolument aucun moyen. Et donc, il faut les données de la recherche, celles-là sont transférables de pays à pays, elles sont rigoureuses, il faut des méthodologies. Moi, j'ai moi-même présidé la Commission nationale autisme à la Haute Autorité de Santé, qui a conduit aux recommandations nationales qui ont totalement alimenté les 2 derniers plans nationaux gouvernementaux pour l'autisme et de la sécurité sociale française. Bien, il faut, on a une énorme action qu'on a faite, mais les domaines de recherche sont rigoureusement indispensables. Mais après, il faut aussi mettre des experts qui n'ont pas nécessairement, quand la science n'a pas donné quelque chose de rigoureux, nous venons d'ailleurs encore de voir à propos du coronavirus la catastrophe de consensus bricolé très vite, avec des gens donnant des hypothèses scientifiques, mélangeant les hypothèses aux démonstrations. Bon, vous avez vu ce que ça a donné, même si au bout de tout, on a quand même du vaccin et qu'on va quand même surmonter ça. Mais enfin, on aurait pu s'éviter beaucoup de choses. Et puis, il faut voir l'acceptation et les préférences du patient. Donc ça, la pratique basée sur la preuve, evidence-based medicine, autre chose, ça ne va que s'il y a une recherche du consensus pour le progrès en santé,
basé sur l'intérêt du malade, ce qui est finançable par les assurances publiques comme la sécurité sociale, par les assurances privées comme les assurances, les mutuelles, etc. Et pour ça, il y a des méthodes de recherche du consensus. Il y en a 4 que je ne vais pas vous détailler, 4 principales. La première, c'était la méthode dite de Delphes, en pensant à l'oracle de Delphes qui jugeait lui-même très bien de la vérité des situations. Souvent, les conférences de consensus, comme celle que nous avons eues pour l'autisme, par exemple, produisent finalement, combinent une étude approfondie de la littérature scientifique démontrée, des hypothèses scientifiques, du consensus entre praticiens ayant une réputation acceptable dans leur mais organisé méthodologiquement pour éviter, par exemple, si vous avez dans une conférence de consensus, si vous mettez dans les structures dirigeantes des conférences de consensus une seule personne, professeur d'université ou pas, qui a un énorme ego qui veut écraser les autres, vous n'aurez jamais aucun consensus possible. Les plus dangereux en consensus sont parfois des gens brillants, extrêmement égocentriques. Donc ça, il y a des méthodes pour les éliminer, qui ont été basées avant tout sur les travaux faits par la société américaine Rank Xerox, ceux qui faisaient les photocopieuses, et par UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, qui ont basé au départ pour le consensus dans l'industrie, qui ont mis sur pied des structures méthodologiques de consensus. Je dois vous dire qu'actuellement, voilà par exemple celle que j'ai utilisée pour le programme national autisme, et elles sont utilisées notamment extrêmement bien actuellement par la Haute Autorité de Santé, dont je loue la très haute performance. C'est une institution récente en France, ce n'est qu'en 2004 qu'on l'a constituée en France. Mais la méthode KCE en Belgique, OMAR et CDC aux États-Unis, NICE au Royaume-Uni, SIGN en Écosse, par exemple, ce sont des institutions qui fonctionnent extrêmement bien. Donc, il faut, chaque fois que c'est possible, recourir par la Haute Autorité de Santé ou ailleurs, sont les cas, à l'application des méthodes scientifiques bien démontrées actuellement pour arriver à un consensus. Et donc, par exemple, en orthodontie pédiatrique, dans la partie que j'en connais aux confins de la neuropédiatrie, nous avons déjà pas mal progressé, puisque vous avez des démonstrations scientifiques ou des voies de démonstration. Vous avez montré l'IRM fonctionnel, mais il y en a d'autres. Vous avez la conviction de praticiens pour des accords de consensus. Vous avez des travaux en cours, notamment en Italie et ailleurs, et d'autres auxquels le docteur Fellus s'intéresse, et d'autres collègues qui montrent l'efficacité des méthodes qu'il a proposées. Donc, sur le plan scientifique, il y a des éléments. Je dois d'ailleurs louer particulièrement la manière dont Patrick veut toujours amener les hypothèses les plus nouvelles, les mieux informées sur le plan des connaissances scientifiques nouvelles, en faisant lui-même parfaitement, comme il l'a fait une fois de plus ce matin, en montrant ce que sont les voies, ce qui est démontré, ce qui ne l'est pas encore, mais qui est une hypothèse pour progresser. Donc, on ne peut pas faire autrement. Et puis, vous avez une nécessité de savoir ce que les gens peuvent payer comme soins, ce qui sera remboursé par la sécurité sociale. Et là, quand vous avez réussi, quand il n'y a pas de preuves scientifiques absolument formelles, définitives sur quelque chose, là, vous avez la possibilité d'un consensus méthodologiquement organisé. Et je ne doute pas que ce que vous faites en orthodontie pédiatrique en France, et que vous diffusez d'ailleurs très bien à l'étranger aussi, je ne doute pas que ça sera parmi beaucoup d'autres domaines, l'autisme, l'intérêt des traitements pour prévenir l'infarctus du myocarde, etc., mais que votre expérience et l'effort que vous faites sera cité en modèle parmi les succès en la matière. Merci de m'avoir invité. Merci, cher Patrick, de toutes tes réalisations et de ton amitié. Mais surtout, merci de cet éclairage qui est d'une méthodologie qui, paraît-il, me manque beaucoup. Et tout ça me rappelle cette phrase de François Jacob qui définissait une
médecine d'Uyne qui correspond à tous ces critères de méthodologie et tout, mais qui disait qu'il ne faut pas abandonner cette médecine nocturne qui est une forme de médecine intuitive et qui sera finalement les prémices de ce que sera la médecine de demain. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'avoir ouvert ce congrès. Je pense que oui, on va bien entendre, d'avoir ouvert ce congrès. On a déjà les premières questions qui sont arrivées, donc on a décidé de faire la séance de questions-réponses des deux conférenciers en même temps. Une première question qui datait de ta conférence, que je te pose donc directement. Est-ce qu'un froggy mouth empêche l'appui lingual sur les dents à la déglutition et à la phonation? Alors, petite précision, on ne prendra qu'une seule question sur froggy mouth parce que ce n'est pas le sujet de la conférence. Il y a des replays dessus sur YouTube que vous trouvez très bien. Donc, on ne prend qu'une seule question dessus et je te laisse répondre. La mise en jeu du styloglosse, qui est quand même un des muscles les plus importants dans ces acquisitions, fait que la langue diminue en largeur, qu'elle monte vers le haut et qu'à ce moment-là, effectivement, les interférences avec les arcades dentaires sont beaucoup diminuées et n'influenceront plus justement la création de nouvelles dysmorphoses. Alors, des questions rapides, à partir de quel âge est-ce qu'on doit envoyer chez l'orthodontiste? Normalement, l'autorité de santé dit qu'elle doit avoir avant 6 ans. Je crois qu'actuellement, on est en train de travailler sur des recommandations dès l'âge de 3 ans. Il faut savoir que toutes ces déformations existent très précocement et que le fait de pouvoir en prendre conscience, ça permettra d'instaurer la thérapeutique la meilleure. Il ne s'agit pas de traiter tous les enfants qui viennent à 3 ans avec des dispositifs et avec un vrai traitement. Il y a des tas de possibilités de correction spontanée, notamment si on arrive à travailler sur la correction des fonctions, et qu'il ne faut surtout pas se précipiter, et il ne faut surtout pas traiter systématiquement. L'important, c'est de faire un diagnostic entre ce qui peut s'arranger et ce qui ne pourra jamais s'arranger sans une intervention. Alors, pour le professeur Évrard, une question. Est-ce qu'on pourrait aussi évoquer les dysphagies survenant dans le polyhandicap? Peut-être que ça a été abordé un petit peu plus tard. Les dysphagies sur quoi? Survenant dans le polyhandicap. Les dysphagies sont extrêmement fréquentes dans le polyhandicap grave, naturellement, et particulièrement lorsqu'il y a des lésions, avant tout lorsqu'il y a des lésions cérébrales bilatérales. Pas uniquement, mais c'est quand c'est bilatéral, parce que dans les mécanismes de praxie qui conduisent à la déglutition de type 1 ou type 2, dont nous avons parlé, si il n'y a pas de lésion bilatérale du cerveau supérieur, il y a souvent une possibilité par l'autre hémisphère de reprendre au niveau du tronc cérébral, et des ganglions gris centraux et du tronc cérébral, de reprendre la fonction. Si elles sont bilatérales, il y a pas mal de cas où elles vont entraîner une impossibilité d'action au niveau du tronc cérébral et des structures profondes. Donc ça, je crois que c'est la première chose. C'est d'ailleurs un problème assez général dans le handicap d'origine cérébrale, c'est que plus la lésion est localisée, même si elle est très sévère et large, plus il y a des récupérations possibles. Plus c'est diffus, même si c'est moins spectaculaire aux imageries, et plus les conséquences sont grandes. Donc, je pense qu'en tout cas, alors le mot polyhandicap couvre évidemment des étiologies très différentes. Si vous avez un polyhandicap dû à une maladie chromosomique avec un retard très profond, etc., ben, le problème sera très différent d'un polyhandicap dû à une anoxie néonatale, due à la grande prématurité, par exemple. Le point maintenant en relation avec cette question, c'est que de manière, la grande prématurité a des conséquences en incidence considérable sur le handicap, qui va les produire dans un grand nombre de cas. Et grâce aux mesures de neuroprotection au sens large du mot que nous avons, auquel mon laboratoire d'ailleurs à l'hôpital Robert Debré a contribué parmi d'autres, mais
nous avons réduit spectaculairement en France et dans les pays développés le nombre de très graves handicaps moteurs liés à la grande prématurité. Merci beaucoup, professeur Évrard, en tout cas de cette conférence. Merci à toi pour cette première conférence.